Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de revenir aujourd'hui avec vous autres pour continuer à faire des mathématiques. Donc, je me suis dit que ce serait pertinent de revenir brièvement sur certains numéros du TP7. Ça va nous aider, je crois, pour les numéros du TP8. Donc, on va en profiter pour mettre quelques trucs au clair. Je vais commencer avec le numéro 3, 4 et 5 qu'on a déjà fait. Il y avait eu quelques petits pépins, mais je vais corriger ça, je vais revenir là-dessus. Et après, je vais faire tout simplement le calcul du numéro 7, qui est en fait rien d'autre qu'un calcul vraiment explicite là, de produit wedge. Donc, c'est juste pour s'assurer que notre définition est bien ancrée avant de se lancer dans le TP8. Donc, allons-y. Puis là, en fait, le mode pour les démonstrations, c'est que je me suis procuré une petite tablette graphique. Donc, je suis capable d'écrire à l'écran ici. Je prends pour acquis que vous avez aussi, pas loin de vous, la feuille pour le TP. Donc, en fait, ce qu'on nous donnait, c'est qu'on avait une application G qui allait de R3 dans R3, croix R3 dans R3. Et ce qu'elle faisait tout simplement, c'est de prendre deux vecteurs A et B et elle leur associait le produit vectoriel. Et ça induisait une application linéaire phi qui, elle, allait de l'espace des deux vecteurs sur R3 dans R3. Et en fait, comment ça induit ça? C'est tout simplement, là, on peut faire un petit schéma ici. On a ça c'est G, ça c'est phi comme ça. Phi elle mange quelque chose qui habite ici. Donc A wedge B par exemple. Et elle envoie simplement sur G de AB. Et ce qui se passe ici, c'est qu'on peut naturellement là, prendre un couple de vecteurs et le renvoyer justement sur A wedge B. Donc là, on avait réussi à montrer que ça, c'était en fait une bijection. Donc, en fait, même un isomorphisme. Phi isomorphisme. Et on avait fait ça, je ne répéterai pas les arguments, ceux qui étaient à la dernière démonstration qu'on a eue ensemble, ils les ont. Mais essentiellement, c'est qu'on avait montré que son caire était nul. On avait utilisé le théorème du rang. Et on avait aussi remarqué que la dimension de l'espace des deux vecteurs sur R3, c'est égal à 2 parmi 3, c'est la définition. Et ça, c'est égal à 3, qui est égal à la dimension de R3. Et ça nous permettait de montrer la surjectivité. Caire de phi égale à 0, c'était l'injectivité. Donc, on l'avait eu comme ça. Par contre, il y a moyen de faire plus explicitement la construction ici. Donc, c'est ça que je veux faire avec vous autres. En fait, si on calcule A wedge B, et là, je vais faire le calcul plutôt lentement. Le but, c'est vraiment juste de se remettre du calcul d'algèbre extérieure, là, donc c'est de se remettre en forme, c'est pas un mauvais jeu de mots, en forme pas différentielle, mais en forme pour faire ces calculs-là. En fait, c'est d'être à l'aise. Donc ici, A et B, je peux les exprimer dans la base canonique. C'est ce que je fais là. Donc ça, je pense que je l'ai fait en classe. Si c'est facile pour vous, en fait, ce que je recommande, c'est tout simplement d'accélérer la vidéo. Mettez la vidéo sur x1.5 ou x2 pour la vitesse. Comme ça, vous n'allez pas vous ennuyer.
Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que il faut distribuer le premier terme avec celui-là, le premier terme avec celui-là, et le premier terme avec celui-là. On va faire la même chose avec le deuxième. Et finalement, je ne dessinerai pas les flèches, mais on va faire... Oups, vous avez droit à mon chat. On va faire la même chose aussi avec le dernier terme, mais c'est ça, je ne vais pas mettre les flèches. Donc, en fait, on a A1, wedge B1, E1, plus A1, E1, wedge B2, E2, plus A1, E1, wedge B3, E3, plus A2, E2, wedge B1, E1, plus A2, E2, wedge B2, E2, plus finalement A2, E2, wedge B3, E3. J'ai dit finalement, mais on a une autre ligne, on n'abandonne pas. A3, E3, wedge B1, E1, plus A3, E3, wedge B2, E2, plus A3, E3, wedge B3, E3. Là, on peut faire du ménage là-dedans. Ça va me permettre de rappeler les propriétés. Une propriété, d'abord, peut-être la plus importante en fait, c'est que A, wedge A, c'est égal à 0. En fait, le wedge de deux trucs collinéaires, c'est égal à 0. Donc, toutes les places où on a deux vecteurs pareils, en fait, ça meurt. Ici, on a A1, wedge, A1, wedge, pardon, A1, E1, wedge, B1, E1. Ça va s'en aller parce qu'on a du A1, E1 de chaque côté. Lui va s'en aller aussi, lui va s'en aller aussi. Une autre règle qu'on a aussi, c'est que A, wedge B, en fait, si je fais une permutation de 1, je ramasse un moins. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est m'organiser pour avoir... je peux mettre mes termes dans... changer l'ordre. Donc, le premier, je ne vais pas y toucher. En fait, le meilleur ordre à avoir, selon moi... Ah, puis il y a une dernière propriété encore. Si lambda, c'est un scalaire, par exemple, j'ai lambda A wedge B. Ça, c'est la même chose que A wedge lambda B. Ou même encore si j'avais, je sais pas, lambda A wedge mu B et que lambda et mu c'est des scalaires, je peux mettre lambda et mu en avant de A wedge B. Donc, c'est que là, je vais en profiter en fait pour tasser. Oups. Ici, là, je suis en train de regarder ce terme-là. Je vais mettre le B1, le B2 en avant avec le A1. Je vais avoir E1, wedge, E2. Là, pour ce terme-ci, les wedges sont en ordre numérique, donc je vais juste mettre les scalaires en avant. Donc j'ai A1, B3, wedge, A1, E3. Sur la deuxième ligne, par contre, si je regarde celui-ci, là j'ai E2, wedge, E1. Ça, je peux inverser l'ordre à condition de mettre un moins. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais sortir les scalaires en même temps. Donc, à ce moment-là, j'ai moins A2, B1 avec E1, wedge, E2. On continue. Celui-ci, oups, pardon. Même histoire. Ils sont dans l'ordre. Mais je vais sortir les scalaires.
ici, pour celui-là, je vais vouloir mettre le A1 en avant. C'est juste pour organiser mes wedges parce que je vais pouvoir les regrouper ensemble. Donc, je vais faire à ce moment-là moins A3, B1. Et là, j'inverse mes wedges. Et le dernier aussi, je vais vouloir les inverser. Donc, j'ai A3, B2, E2, wedge E3. Donc, finalement, en fait, ici, je peux voir que j'ai du... Pardon, du mauve. OK. Non. Voyons. Puis-je avoir du mauve, s'il vous plaît? Je suis un peu nouveau avec mes outils, comme vous pouvez voir. Donc, vous allez devoir être patient avec moi. Je comprends pas pourquoi il veut pas me laisser avoir du mauve. S'il vous plaît. Des fois, ça me prend une seconde de changer de couleur. Complètement ridicule la situation. Donc, continuons. Là, j'ai oublié pourquoi je voulais du mauve. Oui, c'est ça. Donc, ici, j'ai du E1, E2. Ici, j'ai du E1, E2. J'espère que l'orange ne sera pas aussi capricieux. Donc, E1, E3. Je l'ai ici. Et peut-être en bleu. Ah, lui, il a décidé de collaborer. Ici, j'ai des trucs en bleu. Donc, j'ai peut-être pas besoin de faire des couleurs, là. Vous êtes rendu grand. Vos yeux repèrent les formes identiques, mais bon. Donc, ici, ce que ça me fait A1, B2, moins A2, B1, E1, wedge E2, plus A1, B3, moins A3, B1, E1, wedge E3, plus A2, B3, moins A2, A3, B2, E2, wedge E3. Donc ça, c'est notre calcul de wedge. C'est terminé. On a tout rassemblé nos termes. Notez que je les mets en ordre. Ici, j'ai 1, 2, 1, 3, 2, 3. Donc, c'est l'ordre préféré. Et ici, en fait, ces termes-là, pour l'espace des deux vecteurs sur R3, donc ça ici, ce que je suis en train de souligner, c'est en fait une base de cet espace vectoriel-là. Donc, en fait, là, ce qu'on veut faire, c'est établir une comparaison entre le produit wedge et le produit vectoriel. Donc, ici, A croix B, je vais le calculer en dessous. En fait, je vais
qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux le mettre le plus possible vis-à-vis ce qu'on vient de calculer. Donc, en fait, on a A croix B qui est égal à, ici au lieu de IJK, je vais prendre 1, 2, 3, avec A1, A2, A3, B1, B2, B3. À ce stade de la session, on a fait ça maintes et maintes fois. Donc, je vous donne directement là, le résultat. On a ça ici. Non, c'est pas lui que je veux. Un. Et finalement, A1, B1, moins A2, B1. Donc, ça, c'est ce qu'on a ici. Puis, je vais souligner en vert aussi. Donc, ça, c'est la base de E3. Et en fait, la correspondance, là, nous apparaît peut-être plus claire maintenant, dans le sens qu'on a phi qui va de l'espace des deux vecteurs sur R3 dans R3. Et maintenant, ce qu'on voit que ça peut faire, c'est que ça peut prendre ici quelque chose qui est de la forme A wedge B, puis ça peut la porter sur je vais donner des noms peut-être alpha 1, alpha 2, alpha 3. Donc ici, ça c'est égal en fait à ce qu'on vient de calculer l'expression en haut. Donc à alpha 1, E1, E2, plus alpha 2, E1, E3, plus alpha 3, E2, E3. Et en fait, on veut que ça soit égal à A croix B. C'est ultimement ça que ça fait. En fait, on sait que ça la porte sur G de AB qui est égal à A croix B. Donc, pour que ça soit égal, en fait, on fait juste arranger pour que ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir explicitement? Ici, peut-être j'aurais utilisé le crayon vert. On remarque que ça, c'est alpha 3. Celui-là ici, ça, c'est moins alpha 2. Et ça, c'est alpha 1. Donc, ça pourrait être simplement la portée, en fait, sur alpha 3 A1, moins alpha 2 E2, plus alpha 1 E3. Donc, ça, c'est dans un sens. De l'autre sens, j'ai perdu mon crayon. Ok. Je vais prendre, si j'ai un vecteur qui est égal à W1 E1 plus W2 E2 plus W3 E3. Lui, je peux l'apporter sur... là, il faut juste faire la conversion inverse. Donc, celui qui est devant la 3, il s'en vient devant W3 E1 E2
moins W2 E1 E3 plus W1 avec E2 E3. Et ça, c'est la bijection vraiment explicite. Donc, c'est ça. Et en fait, la vraie raison pourquoi je voulais faire ça, c'est dans le numéro 5. Donc ça, c'est le numéro 3 essentiellement, établir une correspondance, interpréter en termes de wedge le produit vectoriel. Je pense que ça, c'est le plus proche que je peux donner comme interprétation. Puis, en fait, tout le travail qu'on est en train de faire là, il y a la dualité de Hodge là, qui est en jeu derrière. Donc, je pense que si ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est clair, quand on va commencer à s'amuser avec la dualité de Hodge, avec l'opérateur de Hodge, on va se rendre compte que ce qu'on est en train de faire là, c'est flirter déjà avec ces idées-là sans pour autant les mettre explicitement. Donc, ici, numéro 4, je ne reviens pas pour de vrai, je fais juste rappeler un peu c'était quoi l'idée. En fait, on avait psi qui allait de R dans l'espace des 3 vecteurs sur R3, qui prenait un scalaire A et qui lui associait A tout simplement 1, wedge 2, wedge 3. Donc, on se rappelle que l'espace des 3 vecteurs, c'est un espace de dimension 1. Ça, c'est sa base ici. Et pour montrer que c'était un isomorphisme, on avait fait exactement la même chose. Donc, le cœur de psi, je vais essayer de faire un petit peu mieux, c'est égal à 0. Ça nous donnait l'injectivité. Finalement, on utilisait le théorème du rang avec le fait que la dimension de AR, ça soit égal à la dimension de l'espace des 3 vecteurs, qui est en fait, la définition c'est 3 parmi 3, donc ça c'est bien 1. Et c'est ça. En fait, si je rappelle le théorème du rang rapidement, c'est une application f qui va de E dans F, 2 espaces vectoriels. Alors, la dimension de E est égale à la dimension du cœur de F plus la dimension de l'image de F. Et quand que le cœur est égal à 0, ça c'est égal à 0. Et là, ça nous donne que la dimension de F est égale à la dimension de E. Mais dans notre contexte, ça c'est égal à la dimension de F. Donc en fait, c'est ce qui nous donne la surjectivité. Donc ça c'était psi. Puis en fait, c'est ça le plus intéressant, c'est le numéro 5 ici. En fait, on nous demandait de montrer que le produit, si on prenait 2 vecteurs dans R3, on faisait le produit scalaire. On voulait montrer que ça c'est égal à psi moins 1 de V wedge avec phi inverse de W. Donc, rapidement, juste pour s'assurer que cette expression-là a un sens, phi moins 1, ça prend un vecteur qui est dans R3 et ça l'envoie dans l'espace des 2 vecteurs. Donc, et ça le fait de la façon prescrite en haut ici. Finalement, tu as un vecteur wedge avec un 2 vecteurs, ça fait un 3 vecteurs. Et psi moins 1, ça prend des 3 vecteurs, ça l'envoie dans les réels. Donc, tout ce côté-là de l'expression ici, c'est un réel. Donc, ça a une bonne chance de pouvoir être un produit scalaire. Et là, pour le calcul, on commence par calculer tout simplement ça ici.
En fait, V, je vais même l'expliciter tout de suite. On va appeler ça V1, E1, plus V2, E2, plus V3, E3, où V1, V2, V3, c'est les composantes de V dans la base canonique. Wedge, phi moins 1 d'oméga, on l'a de W, pardon, on a, selon nos calculs en haut, ça c'est la correspondance qu'on avait. Donc, on va développer ça. Et là, je ne le ferai pas au complet comme que j'ai fait en haut. C'est pour ça que je l'ai fait une fois lentement. Je trouvais que c'était pertinent de le faire. Si on regarde ici, là, j'ai développé tous les termes. Après ça, on a fait le ménage, on les a annulés, on a inversé les signes. On est capable de faire ça. Je vous encourage quand même peut-être à prendre un crayon et un papier et à le faire au long, voir si vous avez le même résultat, mais je vais sauter quelques petites étapes. Donc ici, je sais que je vais distribuer le premier avec chacun des composantes, puis je vais prendre le wedge. Par contre, je sais que si je fais, mettons, V1, E1, wedge, W3, E1, je vais juste faire le premier, je vais l'effacer après. Donc ça serait la première distribution avec les premiers termes. Ça se réorganise comme en mettant les constantes en avant. Ici, j'ai E1, wedge E1, wedge E2. À ce moment-là, ça meurt parce que j'ai deux fois du E1 dedans. Donc, au lieu d'écrire ça à chaque fois, je vais sauter. On va le voir. De toute façon, on le voit. Donc, E1, s'il est wedgé avec quelque chose qui a du E1 dedans, ça ne fait rien. Donc, il n'y a rien pour le premier. Pour le deuxième terme, ici, c'est la même histoire. Donc, quand je vais distribuer ici, j'ai du 1, ça ne marchera pas. Donc, le seul qui va marcher ici, ça va être V1 avec E1. Et ça, wedge, celui-là ici, plus le deuxième, ça va être la même chose. On va se rendre compte que, en fait, le seul avec lequel que je peux le wedger, c'est celui qui n'a pas de E2, donc celui du milieu. Et de même, le seul avec terme avec qui il ne va pas s'annuler, quand je vais prendre le wedge, pour le dernier, ça va être, en fait, le premier ici, donc oméga, W3, E1, E2. Là, encore une fois, j'ai été une étape, là, mais les constantes, on aurait pu très très bien. Là, dès que vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi ici. C'est juste pour vous montrer, en réalité, c'est ça qui se passe, mais une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, on peut sauver des étapes, bien évidemment, dans notre tête. Ici, on va avoir moins V2, W2, E2, wedge E1, wedge E3, plus V3, W3, E3, wedge E1, wedge E2. Donc vous voyez, c'est comme le wedge, c'est presque une concaténation. Quand on les a, on fait juste les coller ensemble. Après ça, on peut faire du ménage. Donc le premier, ils sont tous dans l'ordre. Je vais les laisser comme ça. Le deuxième ici, je voudrais l'écrire dans l'ordre E1, E2, E3. Donc celui-ci, je vais le tasser là. Si je fais une permutation, une transposition, j'ai un signe moins. Donc mon moins ici va s'en aller. C'est le prix à payer pour changer l'ordre de mes wedges. Et finalement, ici, je vais faire deux permutations. Une, deux. Fait que j'ai envoyé mon E3 à la fin. Et deux permutations, en fait, je fais un nombre pair. Donc,
j'ai pas rien à faire ici. Je ramasse pas de moins. En fait, de façon plus rigoureuse, là, ce qu'on a, c'est on a moins 1 avec le signe de sigma, où sigma, c'est la... Si on est dans... Sigma, c'est un élément de Sn, donc on peut permuter n éléments, et là, il y a son signe, donc c'est le nombre de transpositions, pair ou impair. Donc c'est ça, si on fait un nombre pair de transpositions, on est correct, on garde le plus, sinon on met le moins. Et là, finalement, je peux tout mettre ça. Donc j'ai... Et là, c'est à cette étape-là, ici, quand je l'avais faite en cours, je sais pas, j'ai dû juste me fourvoyer dans mes symboles, parce que je l'ai refait chez nous en arrivant, j'étais fâché que ça marche pas. Puis ça a marché du premier coup. Donc je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas où était l'erreur. Peut-être qu'en fouillant dans vos notes, puis en comparant avec ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, vous allez voir. Donc c'est ça. Puis finalement, ben là on va appliquer psi moins 1 à tout ça ici qu'on vient de calculer. Là, ça sera pas bien difficile. On trouve que c'est psi moins 1 en fait de ce machin-là. Et psi moins 1, qu'est-ce qu'il fait? En fait, je remonte un petit peu en haut, mais il prend tout simplement quelque chose qui est de cette forme-là, il l'envoie sur A qui est devant. Donc, en fait, ça, il l'envoie directement sur V1, W1 jusqu'à V3, W3. Et ça, en fait, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est le produit scalaire de nos deux vecteurs. Donc, c'est cela. Et finalement, un dernier numéro, numéro 7. Je vais aller relire avec vous autres rapidement, c'est quoi? Il est vraiment pas très difficile, c'est vraiment le genre de numéro que il suffit de savoir les définitions, on passe au calcul, on fait des computations, on trouve les résultats. Mais je pense que je vais le faire lentement, juste pour vraiment s'assurer que on sait exactement comment bien manipuler les wedges. Donc ici, dans le fond, on nous donne 3 vecteurs de A3. On veut montrer que si on fait U, wedge V, wedge W, ça nous donne déterminant fois I, J et K. Moi, je vais utiliser E1, E2, E3, où A est la matrice ayant pour colonne ces vecteurs-là. Donc, procédons au calcul. En fait, c'est pas si long que ça, c'est pas si pire. Juste voir si j'ai ici. Donc, je vais commencer par... Rappelons que ici, det de A pour U1, U2, 3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Est-ce que ça vaut la peine que je fasse ça? Ouais. Donc, en fait, ici, ouais, parce que c'est ça qui va nous permettre de comparer. Donc, on a, ici, je développe selon la première ligne. Donc, j'ai U1 fois V2 qui multiplie W3 moins V3 W2 moins V1 qui multiplie U2 W3 moins U3 W2. Donc, j'avais pitié de vous. J'ai mis la vidéo sur pause, j'ai tout écrit. Il suffisait de développer, là, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Ici, quand j'ai distribué comme ça, j'ai réorganisé les termes, par exemple, V1 qui multiplie tout ça. Ici, le V1, je l'ai tassé au milieu pour les mettre en ordre U, V, W. Bon.
Donc là, la partie intéressante, c'est de calculer le produit wedge de ces trois vecteurs-là. Et là, ici, pour faire ça, il faut faire U1, E1, U2, E2, U3, E3. Donc, donnez-moi une seconde, je vais voir comment je l'ai fait ici. Ok, je l'ai fait pas mal tout d'un coup dans ma tête, on dirait. À fond, c'est pas trop difficile parce que. Mais ici, je vais le faire au long avec vous autres, peut-être. Je sais pas, des fois, j'arrive à changer de couleur, ça prend aucun problème. Puis d'autres fois, il refuse absolument de cliquer. Allez. Bon. Donc, en fait, lui, je vais le multiplier avec un de ceux-là. Dans le fond, j'aurai vraiment beaucoup de termes si je le développe au complet. Et après ça, je vais le multiplier avec un de ceux-là. Et je dois faire toutes les combinaisons possibles. Ce qu'on peut faire par contre, c'est dès qu'on sait qu'on va avoir deux fois le même terme, on peut laisser tomber. Donc en fait, je vais avoir, mettons, U1. Et là, je veux faire un wedge de lui. Je peux prendre par exemple le deuxième terme. Je vais avoir celui-là, wedge V2E2. Et là, après ça, je vais vouloir le wedger avec un troisième ici. Et j'ai déjà du E2, j'ai déjà du E1. Donc, j'ai pas le choix de prendre celui qui a du E3. En fait, j'ai pas le choix. Pas que j'ai pas le choix, mais je vais tous les prendre. Je vais calculer. Ultimement, dans ma formule, si je développe, je vais avoir U1, E1, wedge V1, E1, wedge W1, E1. Ce terme-là, il va disparaître. Aussi, j'aurai U1, E1, wedge V1, E1, wedge V1, E1, wedge W2 si je faisais tout systématiquement. Mais lui va mourir. Finalement, je pourrais faire la même chose encore. Wedge V3, E3, lui va mourir. Donc, je pense que vous avez compris le concept. J'insiste encore. Donc, c'est ça qui se passe. Fait ici, j'ai une permutation, ben pas une permutation, mais une combinaison comme ça. Après ça, je peux avoir... j'aurais pu prendre U1, E1, faire wedge dans la deuxième parenthèse ici. J'aurais pu choisir V3, E3. Après ça, je le wedge avec un terme du dernier. Et ça peut pas être un qui a du E1 ou du E3. Donc, je prends celui-là ici. Et ça, c'est ma première ligne. Ici, je vais avoir... je recommence avec U2, E2. Je vais le wedger avec 1 dans la deuxième parenthèse.
je vais prendre V1, 1. Et là, avec 1 dans la troisième parenthèse, mais il ne peut pas avoir du E2, il ne peut pas avoir du E1. Donc, il me reste juste celui-là. Donc, je pense que c'est clair. Si c'est pas clair, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment prendre un crayon et un papier. Possiblement, au lieu d'écrire comme ça, tournez votre feuille de papier sur le côté. Vous allez avoir plein de place pour écrire. Puis développer tout au long. Et après ça, faites le ménage dans vos termes. Vous pouvez calculer le wedge des deux premiers d'abord. Après ça, celui du troisième. Puis vous allez avoir la même chose que moi. Dans le fond, c'est que j'évite tous ceux que je sais qu'ils vont mourir. Je les calcule pas. Donc, on a celui-là. Wedge. Celui du milieu, j'aurais pu prendre V3, E3. Et finalement, dans le dernier, le seul que je peux prendre, c'est celui-là. Il m'en reste un à faire. U3, E3. Wedge V1, E1. Wedge, on va dire W2, E2. Plus U3, E3. Wedge. Et là, même là, ici, je laisse les constants à l'intérieur. Ben, on pourrait facilement déjà les sortir à l'avance. Ça, c'est ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. Bon, et ici, je l'ai fait avec un 1, V2, E2. Et là, j'ai pas le choix de prendre celui-là ici. Donc là, ce que je vais faire, peut-être pour voir plus clairement, c'est effectivement sortir toutes mes constantes en avant. Et après ça, en même temps de faire ça, je vais réordonner mes termes. Donc ici, je vais avoir un moins. Là, je suis rendu à cela. Je vais vouloir mettre le E2 au milieu. Je ramasse un moins en faisant ça. Donc j'ai moins U1, V3, W2, E1, wedge E2, wedge E3. Ici, je vais vouloir échanger E1 et E2. Donc ça va me coûter un moins. Je vais avoir moins U2, V1, W3, E1, wedge E2, E3. Ici, je vais apporter le E1 en avant pour celui-là, mais il va s'en aller, ça me prend deux transpositions, donc je garde le plus. À ce moment-là, j'ai U2, V3, W1, wedge E1, E2, E3. Qu'est-ce qui se passe pour le cinquième terme? Il va avoir un moins. Je vais essayer de quand même distinguer mes V et mes U. Et le dernier, il reste comme ça. Donc, parce que je déplace le E1 en avant, ça me prend deux transpositions. En fait, attendez, je suis en train de voir. Je suis peut-être allé trop vite. 1, 2. Fait que le 1 est rendu en avant. Mais après ça, 3, parce que j'ai... il m'en reste un. Donc ici, ce serait un moins. Et là, en fait, tout ça, c'est en fait sur la même base. Donc, on va réécrire U1, V2, W2, moins U1, V3, W2. Puis après, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de comparer avec le déterminant que j'ai développé en haut, s'assurer que ça fonctionne. Fait que vous voyez, c'est pas un exercice qui implique des raisonnements
très, je sais pas comment dire, astucieux. Deux, trois, quatre. Donc, en fait, la question, c'était montrer que ça ici, wedge, si je prends trois vecteurs que je les wedge, ça me donne quelque chose qui est de la forme det de A, E1, E2, E3. Donc, il suffit à montrer que tout ça, ici, c'est bien la bonne forme. Donc, je vais souligner pour qu'on puisse se concentrer plus facilement dessus. Si j'ai le droit de choisir mon surligneur. Je suis en train de virer fou. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai fait plusieurs heures de vidéos pour le cours de calcul différentiel que je donne. J'ai jamais eu ce problème-là. C'est juste quand vous regardez que il veut pas. Ah! Donc, tout ça ici, on veut le comparer avec celui-là ici. Donc, en fait, ce que je pourrais faire, ce serait même mieux, c'est si je les surligne un par un. Donc, j'ai U1, V1, V2, U1. J'ai dû faire une erreur quelque part. On va aller voir c'est où. Je pense que ici c'est U1. V2. Ah, ici c'est un 3. Juste là. Donc, ça c'est un 3. Ça c'est un 3. J'espère que c'est la seule que j'ai faite comme ça. Donc, à ce moment-là, ça c'est mon premier ici. Ici j'ai U1, V3, W2. Avec un moins, on est content. Moins U1, V1, W3, W2, plus U2, V3, W1. Donc l'ordre était presque pareil. Moins U3, V1, W2, W. Ici, il faudrait voir, j'ai sûrement fait une petite erreur encore. J'ai un signe moins, je vais attendre. Celui-là, il fonctionne. Et là, il reste à savoir pourquoi j'ai une erreur avec mon moins. Donc, ça vient d'où? Ça vient de là ici. Et lui-même, ça vient de là ici. Et ça, c'est U3 avec V1 avec W2. Donc, c'est juste ça. Je pense que j'ai mal compté mes permutations. Ici, ce serait un plus. Et la raison, c'est que j'ai du E3, du E1 et du E2. Et j'envoyais le E3 à la fin. Donc, je prenais deux permutations. J'avais pas besoin de mettre un moins là. Donc, on a réussi. En fait, c'est pas une très grande surprise. Et voilà.